Parfois, la vérité dépasse la fiction. Et aujourd'hui, nous allons examiner 3 histoires qui le démontrent parfaitement. Mais avant de commencer, si tu es fan d'histoires étranges, sombres et mystérieuses, racontées sous forme de récits, tu es au bon endroit. Donc, si ça t'intéresse, fais discrètement nettoyer les dents d'un chien avec la brosse à dents du bouton «J'aime», puis remets-la à sa place. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos publications hebdomadaires. Passons maintenant aux histoires d'aujourd'hui. Histoire 1. Le miracle de Linda Morgan. En 1956, le SS Andrea Doria, un magnifique paquebot, était considéré comme le navire le plus grand, rapide et sûr d'Italie. Mais ce n'est pas pour ces raisons qu'il restera dans les mémoires. Le 25 juillet de cette année, le navire naviguait vers la côte est des États-Unis lorsqu'il rencontra un épais brouillard. Conformément aux procédures, le capitaine ralentit le navire et activa le sifflet de brouillard. Peu de temps après, un autre navire, le paquebot suédois SS Stockholm, entra lui aussi dans le brouillard, ignorant la position de l'Andrea Doria. Les deux navires utilisèrent des radars, mais malheureusement, les équipages interprétèrent mal les informations affichées. Aucun des deux ne communiqua et ils continuèrent leur route l'un vers l'autre. Lorsque le contact visuel fut établi, il était trop tard. Une collision était inévitable. À 23h10, l'étrave du Stockholm percuta violemment le flanc de l'Andrea Doria, pénétrant sur plus de 12 mètres avant de se retirer. L'impact tua 46 personnes à bord de l'Andrea Doria et 5 personnes sur le Stockholm. Le monde entier suivit cette tragédie. Et aux États-Unis, c'est le journaliste Edward Morgan qui couvrit l'histoire pour ABC News. Ce que ses collègues ignoraient, c'est que sa fille de 14 ans, Linda Morgan, était à bord de l'Andrea Doria. Peu avant de prendre l'antenne, Edward apprit qu'elle faisait partie des disparus présumés morts. Malgré le choc, il rapporta l'histoire sans jamais perdre son calme, ni mentionner sa fille. Mais bientôt, une autre histoire émergea de cette catastrophe. Une jeune fille, qui dormait dans une cabine située dans la zone d'impact direct, s'était réveillée après l'accident sans savoir où elle était. Elle criait pour appeler sa mère. Un homme à bord du Stockholm, entendant ses appels, courut vers l'avant du navire et découvrit quelque chose d'incroyable. Un lit posé sur l'étrave détruite du Stockholm, avec une adolescente presque indemne dessus. Il s'agissait de Linda Morgan. Lors de l'impact, l'étrave du Stockholm avait soulevé son lit et l'avait emporté à bord du navire suédois avant de se retirer. Edward Morgan, bouleversé par cette nouvelle, raconta plus tard son histoire à l'antenne, parlant du miracle de sa fille, mais aussi du fardeau émotionnel d'avoir rapporté un drame impliquant ses proches. Linda survécut avec un bras cassé, mais souffrit toute sa vie d'un profond sentiment de culpabilité, car son beau-père et sa demi-sœur périrent dans l'accident. Histoire 2. Les horribles secrets d'un champ de canne à sucre. Le 27 avril 1997, un fermier en Indonésie conduisait son bétail à travers un champ de canne à sucre lorsqu'il trébucha sur une étrange butte de terre. Intrigué mais conscient qu'il n'était pas sur sa propriété, il retourna au village pour signaler cette découverte au chef du village. Le chef, accompagné d'autres hommes, se rendit sur place et piqua la butte avec un bâton. La terre était meuble et une odeur nauséabonde s'en échappa. Effrayés, les hommes décidèrent d'informer les autorités. Lorsqu'ils revinrent pour creuser, ils découvrirent un visage humain émerger de la terre. Il s'agissait du corps d'une jeune femme de 21 ans nommée Dewi, enterrée jusqu'au cou. Une enquête révéla que Dewi avait été vue pour la dernière fois 3 jours plus tôt, partant faire une course. Un conducteur de pousse-pousse âgé de 15 ans informa la police qu'il avait conduit Dewi la nuit de sa disparition. Elle lui avait demandé de la déposer près de la maison d'un chaman, Ahmad Saraji, âgé de 45 ans. Interrogé par la police, Saraji nia d'abord toute implication, mais les enquêteurs retrouvèrent les affaires de Dewi chez lui. Pris au piège, il avoua avoir tué Dewi et des dizaines d'autres femmes, enterrant leurs corps dans le champ. Saraji expliqua qu'en 1986, il avait rêvé que son défunt père lui ordonnait de boire la salive de 70 femmes pour devenir immortel. Convaincu de la véracité de ce rêve, il commença à tuer des femmes en prétendant avoir des pouvoirs magiques pour leur offrir beauté et richesse. Lorsqu'elles se rendaient chez lui, il leur demandait de creuser leur propre tombe, affirmant que cela faisait partie du rituel.
Une fois immobilisés dans le trou, il les étranglait, recueillait leur salive, puis les enterrait face à sa maison, croyant que cela renforçait ses pouvoirs. La police retrouva les corps de 42 femmes dans le champ, mais le nombre exact de victimes reste inconnu. Il raconte que pour Dewey, lorsqu'elle est venue pour la première fois chez lui et qu'elle avait payé ses frais, elle était inquiète à l'idée de partir et de faire ce rituel. Cela la terrifiait. Saraji lui a alors dit d'attendre et est allé dans une autre pièce où se trouvait sa femme. Là, il lui a annoncé « Je vais tuer cette fille et j'ai besoin de ton aide pour la calmer ». Sa femme, qui ignorait que son mari était un tueur en série, a immédiatement accepté. Elle s'est retournée dans la pièce et a rassuré Dewey en lui disant que tout irait bien, qu'ils avaient déjà fait ça auparavant et que tout serait parfaitement sûr. Elle a même proposé d'accompagner Dewey pour le rituel. À ces mots, Dewey s'est calmé et a accepté de les suivre. Le trio a quitté la maison, traversé le cimetière et s'est rendu dans un champ. Mais seulement 2 personnes sont revenues. Saraji a été exécuté en 2008 par peloton d'exécution et sa femme elle a été condamnée à la prison à vie. Aux alentours de minuit, le 3 septembre 1986, Doug Wells et sa femme Kristen rentraient chez eux, dans l'ouest du Montana, lorsqu'ils ont remarqué un camping-car garé devant leur maison. Aucun des deux ne reconnaissait ce véhicule. En se garant dans leur allée, Doug est sorti pour vérifier. En regardant à l'intérieur, il a vu un homme endormi sur le siège avant. Doug ne l'a pas réveillé. Il est retourné voir sa femme, et ils ont décidé que cet homme avait probablement garé son camping-car là par hasard et qu'il repartirait le lendemain. Le couple est donc entré dans la maison et a commencé à se préparer pour la nuit. À un moment donné, Doug a rassemblé les poubelles pour les sortir. En arrivant dehors, il a trouvé l'homme du camping-car debout sur sa pelouse. Doug, prudent, est descendu les marches et lui a demandé « Que faites-vous ici ?» L'homme a immédiatement levé les mains et répondu qu'il ne voulait aucun mal. Il s'est présenté sous le nom de Wayne Nance et a expliqué qu'il travaillait avec Kristen, la femme de Doug, dans un magasin de meubles en ville. Wayne a raconté qu'il passait par leur rue plus tôt dans la journée et avait vu quelqu'un debout devant une des fenêtres de leur maison, en train de regarder à l'intérieur. Sachant que c'était la maison de Kristen, il a décidé de se garer devant pour effrayer cette personne. Mais en attendant, il s'était endormi. Doug, surpris, a demandé si Wayne avait revu cette personne. Wayne a répondu que non, mais il a suggéré qu'ils pourraient vérifier ensemble le terrain avec des lampes torches. Doug a accepté et a invité Wayne à entrer dans la maison pour chercher des lampes. Dès qu'ils sont entrés, Wayne a sorti une barre de métal qu'il avait cachée et a frappé Doug à l'arrière de la tête. Alors que Doug tentait de se défendre, Wayne l'a frappé encore et encore. Kristen, qui était à l'étage, a entendu le bruit et a accouru. En bas, elle a vu son mari ensanglanté, se protégeant au sol, pendant que Wayne, armé d'une barre de métal, le frappait. Wayne, remarquant Kristen, lui a pointé une arme et ordonné de descendre. Terrifiée, elle a obéi. Wayne lui a lancé une corde et lui a demandé d'attacher son mari, ce qu'elle a fait, espérant qu'il s'agissait d'un simple cambriolage. Wayne a ensuite emmené Kristen à l'étage, où il l'a également attachée. Wayne est retourné au rez-de-chaussée et a traîné Doug, toujours attaché, jusqu'au sous-sol. Là, il l'a battu sauvagement avant de lui planter un couteau de 20 cm dans la poitrine. Pensant que Doug était mort, Wayne est remonté à l'étage pour s'occuper de Kristen. Mais Doug, bien que grièvement blessé, a réussi à se libérer. Il a pris un fusil sur son établi, l'a chargé d'une seule balle et est monté. En entendant Kristen crier, il s'est dirigé vers la chambre. Wayne, armé d'un couteau, s'est précipité vers lui. Doug a tiré une balle, atteignant Wayne à l'estomac. Blessé, Wayne a essayé de fuir, mais Doug, armé du fusil comme d'une batte, l'a poursuivi et l'a frappé violemment. Finalement, Doug a récupéré l'arme de Wayne et l'a abattu. Les secours sont arrivés peu après. Doug et Kristen ont survécu. Wayne est mort le lendemain à l'hôpital. Les enquêtes ont révélé que Wayne Nance était probablement un tueur en série, lié à au moins 6 meurtres non résolus entre 1974 et 1986.